Pour l'absentéisme, quand changerons-nous enfin d'approche? Cet été a été marqué par la polémique des arrêts maladie dits de complaisance et plus exactement par la chasse à celles et ceux qui supposément prescrivent ces arrêts, les médecins. Je voudrais dans cette vidéo décoder ce sujet et plaider pour changer enfin et radicalement d'approche sur l'absentéisme. Tout d'abord, quelle est la situation? En un mot comme en mille, le niveau d'absentéisme est vraiment préoccupant en France. Nous verrons qu'il y a des voix dissonantes concernant l'analyse de ces causes, mais sur cette question du constat au moins, tout le monde semble d'accord. Ce constat n'est pas difficile à étayer. Chaque courtier et chaque assureur, ou presque, publie annuellement un observatoire ou un baromètre. Que disent ces chiffres? Pour fixer les idées, je vais verser dans la métaphore sportive. Le taux d'absentéisme moyen dans le secteur privé était proche de 6% en 2022, soit un salarié sur 15. Si l'entreprise était une équipe de rugby, il manquerait donc un joueur à chaque match. Dans la fonction publique territoriale, cette fois, le taux moyen était de 9%, soit un agent sur 11. C'est donc un joueur de l'équipe de foot qui manque à chaque rencontre. Il s'agit de moyennes, bien entendu. Elles n'ont donc qu'une valeur descriptive. Ces résultats de 2022 sont conjoncturellement gonflés par la Covid. On peut donc espérer une légère baisse de l'absentéisme en 2023. Mais les chiffres restent mauvais, surtout si l'on considère qu'ils se dégradent depuis plusieurs années. Regardons maintenant le sujet qui nous intéresse plus particulièrement et qui a agité l'actualité cet été, celui des arrêts dits de complaisance. Il existe quelques statistiques sur ce sujet. Le rapport Sellier et consorts remis au gouvernement en 2019 mentionne, je cite, que 3% seulement des arrêts résulteraient de prescriptions de complaisance. Nos propres constats et calculs lors d'interventions vont dans le même sens. Résumons et disons deux choses. 1. La prévalence des abus est faible. Et 2. Les cas d'abus existent. Il ne s'agit pas de le nier. Pourquoi alors communiquer et construire une stratégie d'action autour d'une problématique qui n'est même pas secondaire? Puisque les abus représentent moins de 5% des arrêts, si l'on classait les causes d'absentéisme par volumétrie décroissante, on serait en fin de liste avec cette question des abus. Encore une fois, toute métaphore a ses limites, mais c'est un peu comme si pour baisser les chiffres d'accidents de la route, on donnait priorité au sujet de la circulation des trottinettes. Certains diront que le pouvoir de nuisance de ces arrêts abusifs peut être inversement proportionnel à leur prévalence et que ces arrêts, même s'ils sont rares, sont plus problématiques que les autres. Ils n'ont pas tort. Il faut comprendre l'exaspération des chefs d'entreprise, des managers, des RH et des salariés. Ces arrêts abusifs irritent les collectifs et fatiguent celles et ceux qui doivent gérer le report de charges. Mais ce n'est même pas l'argument qui est mobilisé ici. Ce dernier est purement économique. L'État cherche à faire des économies. Disons-le autrement, s'il y a effectivement des gains économiques potentiels associés à la gestion de ces arrêts abusifs, ils sont marginaux au regard du reste et ne doivent donc pas constituer l'élément principal d'une stratégie de prévention. Considérons un dernier chiffre pour mesurer l'ampleur de l'erreur d'analyse. Selon une étude récente, une personne sur deux en arrêt long l'est pour une raison en lien avec l'altération de sa santé mentale. Là, on touche une facette ironique de notre sujet, car le burn-out, qui est une des causes d'altération de la santé mentale, touche majoritairement les salariés les plus engagés, ceux à qui on demande le plus. Le problème prioritaire ne concerne donc pas tant les salariés pour qui l'absence courte est une manière d'en faire moins, mais plutôt les salariés engagés, bien plus nombreux, pour qui l'absence longue est tout à fait au contraire la conséquence d'en faire trop. Bref, avec cette communication sur les arrêts de complaisance et cette stratégie de chasse, le problème de l'absentisme au travail n'est pas traité de la bonne manière. Et si on ne traite pas les causes prioritaires d'un phénomène, il ne faut pas espérer non plus réduire l'importance de ses conséquences principales. Sans même parler, dans notre cas, de la frustration que cette communication génère sur celles et ceux qui sont inutilement stigmatisés. Rappelons aussi que les initiatives précédentes pour régler ce problème de l'absentéisme selon la même grille de lecture du comportement abusif n'ont guère été couronnées de succès. Je pense par exemple à l'introduction d'une journée de carence dans la fonction publique. La preuve en est que les taux grimpent encore et justifient précisément ces nouvelles mesures. Nous sommes donc, malheureusement, en train de reproduire la même erreur d'analyse.
Le constat étant établi, pourquoi en sommes-nous là? Je parie sur la méconnaissance. À la décharge de celles et ceux qui s'engagent dans ces analyses erronées, avouons que l'absentéisme au travail est une problématique multifactorielle d'une extrême complexité. Comme notre cerveau a horreur du vide et qu'il lui faut absolument trouver une réponse, en particulier dans notre cas à ce problème qui coûte des milliards d'euros, ne sachant expliquer les ressorts profonds de l'absentéisme, il se réfugie sur des poncifs. Le nombre d'idées reçues est vraiment frappant quand on étudie attentivement ce sujet de l'absentéisme au travail. Ces idées reçues, comme celle justement des salariés qui abusent, se développent, nous l'avons vu, pour masquer un vide de connaissances, mais aussi parce qu'elles sont particulièrement propices à être partagées. L'absentéisme abusif, ce sont toujours des histoires marquantes, croustillantes, émotionnelles. C'est une connaissance que l'on a vue à la plage, à la pêche ou en train de réparer sa maison alors qu'elle est en arrêt maladie. C'est la connaissance d'une connaissance prise en photo à Cancun au Mexique ou au départ du marathon alors qu'elle a fourni un certificat médical. L'absentéisme au travail est un refuge d'idées reçues où s'entassent toutes sortes d'histoires qui brillent, consolidées depuis des décennies et que l'on refuse de reconsidérer par économie d'efforts. Les absences abusives ont ce caractère hypnotisant, mais malgré leur brillance, elles n'en demeurent pas moins un épiphénomène. Il reste bien sûr une question. Que faire? Je pourrais développer sur la nécessité d'organiser la prévention, car la bonne nouvelle est que l'absentéisme n'est pas non plus une maladie incurable pour laquelle la science n'aurait pas encore trouvé d'antidote. Des chercheurs de différentes spécialités, ergonomie, sociologie et psychologie du travail notamment, ont pavé le chemin. Un corpus solide existe visant notamment à considérer que l'angle d'approche principal pour prévenir durablement l'absentéisme doit être l'analyse du travail, de son organisation et des conditions de sa réalisation. Il y a aussi les travaux des intervenants sur le sujet et notre ouvrage récemment publié pourra être une contribution. Mais ce n'est même pas de prévention dont je veux vous parler. Je vois en effet deux autres priorités. La première est tout simplement de mieux comprendre ce sujet. Mieux comprendre pour mieux agir, pour transformer l'approche. Je l'ai souligné, il y a trop d'idées reçues sur l'absentéisme. Pour avancer dans la réduction de ce phénomène, il faut ainsi commencer par déconstruire toutes les idées reçues qui bloquent les processus de prévention en amont. Nous avons évoqué celle concernant la supposée prédominance des arrêts de complaisance. Mais c'est loin d'être la seule. La seconde priorité est de s'engager plus dans la prévention. J'en reviens au sujet principal, celui de la complaisance. Combien d'entreprises, combien de collectivités se lancent sérieusement dans la prévention de ce fléau? Par exemple, combien d'appels d'offres sont publiés sur ce sujet chaque année? Il y a plus de 35 000 collectivités en France, communes principalement, mais aussi départements, régions, EPCI, CCAS, etc. Et nous avons vu que le taux d'absentéisme moyen était de 9%. Pourtant, on constate moins de 20 appels d'offres chaque année. Il faut le dire, l'absentéisme est un sujet pour lequel on parle et s'agite beaucoup, et on agit peu. Compte tenu des enjeux, et compte tenu de ce triste niveau d'engagement, plus que les salariés et les médecins, n'est-ce pas plutôt l'État et les employeurs qui sont complaisants vis-à-vis de l'absentéisme ?